Gérard Araud, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien ambassadeur, aux États-Unis. Ma première question, justement, vous connaissez bien ce pays. Est-ce que pour vous, l'influence des États-Unis aujourd'hui, elle a diminué? D'abord, les États-Unis sont la principale puissance militaire, économique, financière et d'une certaine manière d'ailleurs culturelle, et le resteront pendant des décennies. Trump, à la fois parce qu'il correspond à un courant profond de l'Amérique, c'est-à-dire l'isolationnisme, mais aussi parce que c'est un réaliste, adapte les États-Unis au nouvel équilibre des puissances. C'est-à-dire, d'une certaine manière, pour moi, ce n'est pas les États-Unis qui baissent, ce sont les autres pays qui montent. Il y a une modification des rapports de force parce que la Chine a fait éruption comme superpuissance, parce que la Russie revient de l'abaissement qui était le sien dans les années 90, l'Inde, etc. Donc il y a un nouveau rapport de force et Trump s'adapte à ce nouveau rapport de force. Et il y a aussi chez les États-Unis, chez les Américains, une lassitude des engagements extérieurs. Ils sont depuis 18 ans en Afghanistan. Ce qui se passe en Irak, c'est l'impression d'un échec, l'échec de la politique néoconservatrice et le retour donc vers une certaine forme d'isolationnisme. Les États-Unis ne seront plus le gendarme du monde. Et selon vous, il faut arrêter aussi de se focaliser sur Trump, c'est-à-dire quand il ne sera plus là, on sera peut-être dans quelques mois ou peut-être dans quelques années. Voilà, il y a certaines caractéristiques, voilà, qui sont en place et qui resteront. Voilà. Il faut arrêter de se dire c'est lui, puis une fois qu'il sera parti, tout changera. Ah oui, non. L'establishment américain, républicain et démocrate, rêve, disons, qu'après Trump, on recommence comme avant. Si Trump a été élu, ce n'est pas par hasard, c'est une crise sociale, économique américaine, qui est la même que celle qui a amené Brexit ou les Gilets jaunes en France, et cette crise, elle restera là. Et il y a des républicains, déjà, des jeunes républicains, qui ont compris la méthode Trump et qui la reprennent. Inversement, chez les démocrates, ils ont bien compris que Trump avait été élu parce que leurs électeurs, c'est-à-dire en particulier les ouvriers du Midwest, avaient voté Trump. Donc il y a aussi du côté démocrate une volonté de changer de politique. Et donc Warren et Sanders, c'est un petit peu ça. Donc pour toutes ces raisons, je dirais qu'après Trump, c'est l'entrée dans une nouvelle ère. C'est la fin de l'ère néolibérale, c'est la fin de, à droite, Reagan-Thatcher, à gauche, Blair-Clinton, contre la globalisation, pour le protectionnisme, et comme je l'ai dit, avec des États-Unis moins interventionnistes. Donc voilà, donc quand nous on regarde ça, alors quand on connaît moins que vous évidemment tout ce contexte, il faut qu'on arrête de se dire voilà, si Trump perd, tout va changer, tout va redevenir comme avant. Il faut vraiment se dire que certains, qu'ils soient dans son camp ou dans le camp adverse, ils conserveront certaines des directives, certains des axes qui ont déjà été pris par Trump. Naturellement, et je dirais même plus, par exemple, même dans le détail. Par exemple, les droits de douane qui ont été imposés par Trump, l'histoire nous dit qu'il est très difficile de lever les droits de douane une fois qu'on les a imposés sans avoir une bonne raison. Et donc un président européen, un président américain arrivant au pouvoir en janvier 2021, moi je ne suis pas convaincu du tout qu'il lève les droits de douane qui ont été imposés sur la Chine ou même sur l'Europe. Parce que n'oublions pas que le libre-échange, c'était les républicains avant. En réalité, les démocrates, à cause de l'influence des syndicats, étaient plutôt protectionnistes. Donc, autre exemple, la Chine. La confrontation stratégique avec la Chine, c'est maintenant un sujet qui est commun aux républicains et aux démocrates. Et comme je l'ai dit, un certain retrait des affaires internationales, ça a déjà commencé sous Obama, en Ukraine, en Syrie. Les Américains n'ont pas voulu intervenir, et ça non plus, ça ne changera pas. Et si vous écoutez Warren et Sanders, pour l'aile gauche, ça ira même plus loin. Eux-mêmes critiquent Trump, par exemple, de faire pression sur Maduro au Venezuela. Donc notre intérêt finalement, c'est que Trump demeure pour que nous Européens, on se pose davantage de questions sur la façon dont on doit évoluer vis-à-vis des États-Unis, mais même vis-à-vis de la Chine. Enfin, qu'on voit les États-Unis différemment, ça nous permet de mieux réfléchir sur comment on doit bâtir notre avenir. Alors ça, c'est un peu la politique du pire. Oui. Donc je recule toujours un petit peu quand même devant
devant la politique du pire, mais vous avez raison, d'une certaine manière. Ce que Emmanuel Macron dit à tout le monde, aux Européens, il dit, voyez, les Américains ne s'en vont pas, mais les Américains ne s'occuperont plus de tout problème. Notre environnement, c'est-à-dire de l'Ukraine, la Syrie, la Libye, l'Afrique du Nord, enfin le Sahel, sont en flammes. Les Américains ne vont plus s'en occuper, mais il faut nous, que les Européens, que nous le fassions. Jusqu'à maintenant, nos partenaires jouent l'autruche et n'ont pas réagi. Alors c'est vrai que si Trump est élu, ce sera certainement peut-être une raison pour nos partenaires européens de regarder la situation en face. Quel cheval de bataille voyez pour Trump là, pour justement il repart à la conquête de cette présidence et sur quoi il va avancer? C'est simple, pour lui, c'est l'économie. La situation économique est extraordinaire et très bonne aux États-Unis. Vous savez, Trump, au moins il est franc du collier et il sait très bien que même parmi les électeurs républicains traditionnels, il y en a beaucoup qui sont, je dirais, indignés, voire qui sont honteux de son style. Vraiment, je connais beaucoup de républicains qui vraiment trouvent qu'il en fait trop et ne le suivent pas. Et un jour, Trump, dans un discours à la communauté juive, d'ailleurs, devant une association juive, a dit « Je sais que vous ne m'aimez pas, mais écoutez votre portefeuille ». Ce qui était une manière. Alors, dans toute élection, il y a le choix entre le portefeuille et le cœur. Mais là, sans doute, plus que jamais, il y aura ce choix. Et donc, Trump espère que le portefeuille fera voter pour lui. Et ce sera un argument très fort si les démocrates choisissent un candidat de gauche. Il a été porté, Trump, par les grandes régions, les grands États américains très industriels. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il veut davantage relancer cette politique industrielle? Oui, il est protectionniste. Pour lui, le protectionnisme, c'est une manière de faire revivre l'industrie. Donc, il a tapé sur les Chinois. Maintenant, il est probable qu'il tape sur l'Union européenne, tôt ou tard. Il l'annonce depuis longtemps. Il est obsédé par les voitures allemandes que ses amis ont achetées. Et il le répète, ils ont tous acheté des Mercedes, c'est une honte. Donc voilà, il continuera de taper. En plus, il a une vision de l'économie qui est un peu une vision de l'économie de sa génération. C'est-à-dire pour lui, c'est des voitures et des machines à laver. Donc il va continuer dans cette voie. Et ça a quand même beaucoup d'écho dans une population. Même si vous pouvez dire, les experts en économie diront, mais ça ne marche pas, en réalité ça ne crée pas d'emplois, ça peut même en détruire. En réalité, vous avez toute cette Amérique qui se sentait abandonnée, qui dit, ah ben voilà, ils s'occupent de nous, ils pensent à nous. Vous voyez, il y avait un article dans le New York Times où ils sont allés dans les campagnes avec l'espoir, évidemment, c'est le New York Times, que les paysans qui ont voté Trump disent « Ah ben c'est épouvantable, les droits de douane sur la Chine, du coup les Chinois n'ont plus acheté notre maïs ». Eh bien pas du tout. Tous les fermiers ont dit aux journalistes du New York Times qui ont été obligés de le rappeler, de le rapporter, ont dit « Mais non, il a raison, oui ça nous a coûté un petit peu, mais il a raison, il se bat pour nous ». Alors, le futur, c'est regarder tout ce qui est technologique aussi. Alors, on sait qu'il y a des rapports très conflictuels avec la tech, la Silicon Valley, puis avec certains des grands milliardaires de la Silicon Valley. Comment vous voyez cette relation évoluer ? On a quand même vu certains, je pense au patron d'Apple, mettre un peu d'eau dans leur vin et comprendre où était l'intérêt de leur entreprise aussi. Ah oui, non, mais il y a d'abord, par exemple, tout le milieu financier, je dirais, a viré sa cutie. Ouais. Ils avaient tous voté Hillary, ils vont tous voter Trump. Parce que vraiment, la réforme fiscale, ça a été quand même Noël au mois de juin pour le milieu financier et donc aussi pour ces grandes entreprises. Deuxièmement, cette sorte de guerre civile américaine entre deux Amériques et guerre civile dont d'une certaine manière la Silicon Valley est un peu la cible, c'est-à-dire toute une Amérique traditionnelle qui refuse les valeurs que porte la Silicon Valley. Un certain nombre de patrons de la Silicon Valley le comprennent et donc veulent réagir, veulent avoir une attitude plus responsable. Puis ils savent aussi à long terme qu'ils auront en face d'eux la question du monopole, de la loi anti-monopole. De plus en plus, les gens parlent qu'il faudra démanteler Google, démanteler Amazon, comme on a démantelé en 1920 la Standard Oil. Oui, c'est un débat qui croît. Dans les télécoms, exactement. Dans les années 80, à mon avis, c'est dans 5 ans ou dans 10 ans. Hein. Ah oui, mais le débat est pleinement ouvert. Donc moi, je dirais que le débat sur la haute technologie,
c'est quasiment un débat de civilisation aux États-Unis. C'est le sentiment, ils ont toujours 5 ans d'avance sur nous, le sentiment qu'on change le monde. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, la principale profession aux États-Unis, c'est le chauffeur de camion. 4,5 millions de chauffeurs de camions. Que vont-ils devenir dans 10 ans? Vous voyez, à l'ère du camion voit déjà sans des chauffeur. tests de camions autonomes. Voilà, exactement. C'est pas dans... Alors, c'est pas la science-fiction, c'est pas dans 2 ans, ça sera dans 10-15 ans. Oui, mais il y en a déjà un qui a traversé plusieurs états. Là. Voilà. Et vous avez aussi les compagnies d'assurance sont en train de licencier par milliers les courtiers d'assurance. Moi, le patron de AEG m'a dit, dans 10 ans, il n'y a plus un courtier d'assurance. Voyez. Donc, on sent cela venir dans la société. Et donc, c'est un débat qui, une fois de plus, va bien au-delà de Donald Trump. Une toute dernière question. Pour vous, quel conseil vous donneriez à des patrons d'entreprise aujourd'hui qui veulent continuer à travailler ou qui veulent aller davantage vers les États-Unis parce qu'ils disent voilà, ça reste un marché très important? C'est un marché qui est sûr, on le sait bien. Et donc, moi, chaque fois que je parlais justement avec des chefs d'entreprise, c'était... Il faut s'installer aux États-Unis, c'est-à-dire vous ne pouvez pas venir tous les 15 jours, oui. Il faut s'installer aux États-Unis, donc c'est un investissement, c'est un marché où le droit d'entrée est assez élevé, et il ne faut pas chipoter, il faut y aller, et il faut prendre une représentation dirigée par un Américain. Parce qu'il faut qu'il y ait une sorte d'identité américaine dans votre succursale. Les Américains sont des nationalistes, et je dirais le plus bel exemple, c'est l'exemple de Airbus, qui a ouvert une usine à Mobile, Alabama, qui finalement ne fait que du montage, c'est-à-dire 10% de l'avion, mais vous pouvez demander à Airbus, aussitôt les compagnies américaines demandent d'acheter ce modèle d'avion et demandent celui qui est monté à Mobile, Alabama, alors que ce serait plus rapide de l'acheter ailleurs. Vous voyez, il y a ce marché, un excellent marché, stable, solide, avec un droit, avec une bonne règle de droit, mais il faut s'y installer, voilà. Eh bien Gérard Haro, merci d'avoir été avec nous et excellente journée.